Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je voudrais vous faire découvrir un domaine qui est, à mon avis, le domaine le plus compliqué de l'informatique. Ce domaine, c'est la rétro-ingénierie ou reverse engineering en anglais. Dans un premier temps, on va voir ce que c'est que le reverse et ensuite on va voir ce que c'est et son intérêt. Et ensuite, je vous montrerai les outils principaux pour faire du reverse engineering. La rétro-ingénierie, qu'est-ce que c'est? On va faire très simple, on va tout simplement reprendre le descriptif de Wikipédia qui nous dit que la rétro-ingénierie ou ingénierie inverse, c'est l'activité qui consiste à étudier un objet pour en déterminer le fonctionnement interne ou la méthode de fabrication. On va juste s'arrêter là-dessus. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la rétro-ingénierie côté informatique, parce que si on continue l'article, on peut voir que la rétro-ingénierie est utilisée dans beaucoup de sciences. Nous, ce qui nous intéresse, c'est en informatique. Et ce qu'on va reverse, ce qu'on va faire comme rétro-ingénierie, ça va se passer au niveau des logiciels. Je pense que le plus simple pour comprendre comment ça fonctionne, c'est d'aller sur le terminal. Et la première chose que je vais faire, en fait, c'est vous faire un petit exemple pour vous montrer comment se passe de la rétro-ingénierie. Pour ce faire, je vais écrire un petit programme en langage C. Donc, je vais l'appeler Hello. Ok, donc là, j'ai écrit un petit programme extrêmement simple en C. Donc ce programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement écrire la phrase Hello YouTube sur le terminal. C'est tout ce que ce programme va faire. Extrêmement simple. Donc c'est comme ça que ça se passe pour créer des logiciels. Peu importe le logiciel que vous créez, vous commencez par écrire son code. Et donc là, j'ai écrit le code de mon logiciel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le code source. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle une compilation. Donc compiler le code source, ça va être très simple. C'est-à-dire que ce code, alors je vais afficher le code. Ce code source, le processeur, il peut pas le comprendre. Le processeur, il ne connaît pas ces mots-là, il comprend rien à ce qui se passe ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va compiler ce code. Quand on compile le code, en fait, on transforme le code source en un fichier binaire, donc en quelque chose que le processeur peut comprendre. Alors, on va utiliser l'outil qui s'appelle GCC. Je précise le code source et je précise "-o", c'est le fichier de sortie et je vais l'appeler hello. Là, tout s'est bien passé. Si j'exécute mon fichier hello, donc là j'ai mon programme hello que je viens de créer, et en l'exécutant, on voit qu'il affiche ce que je lui ai dit d'afficher. Voilà un processus très simple, c'est ce qu'on fait pour créer les logiciels, c'est ce que font tous les développeurs donc pour créer des logiciels. Et ici, donc on a commencé par écrire notre code source, on l'a compilé, on l'a exécuté. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Maintenant, si on regarde mon code source, c'était ça. Le logiciel que je peux exécuter, c'est ça. Donc là, on voit que, en fait, il ne peut pas. En fait, quand j'essaye d'afficher mon logiciel, eh bien, il y a une suite d'octets, en fait, une suite de binaires qu'il ne reconnaît pas, qu'il ne sait pas interpréter. Le système ne sait pas l'interpréter, enfin, ça ne veut rien dire pour nous, mais pour le processeur, ça, c'est des instructions qu'il va pouvoir exécuter. On peut voir le code binaire avec la fonction XXD, on va préciser "-b" pour le binaire et ensuite notre fichier binaire. Donc voilà, notre fichier exécutable, ce que le processeur va pouvoir exécuter, ce que le processeur va comprendre, c'est la colonne là du milieu. C'est 0 et c'est 1. Donc c'est ça que le processeur peut interpréter, peut exécuter. Le reste, il comprend pas. Lui, tout ce qui est écriture, il ne comprend pas. Alors, dans ce cas-là, on a notre logiciel, mais on n'a pas le code source. Donc, on peut l'exécuter. Et on va également pouvoir regarder le fichier binaire. On va pouvoir regarder tous les octets qui forment ce fichier binaire. Et à partir de ces octets, on va pouvoir récupérer en fait les instructions qui sont envoyées au processeur. À partir de ces instructions envoyées au processeur, on va pouvoir comprendre le fonctionnement du logiciel. Comprendre le fonctionnement du logiciel, ça va nous permettre de créer soit de patcher ces logiciels, soit de créer des alternatives. Donc ça, c'est notamment quelque chose dont il parle sur Wikipédia. Sur le système Microsoft Windows, il y a une manière de partager les fichiers sur le réseau. Et cette manière, elle n'est pas partagée, elle est propriétaire à Microsoft. Donc c'est comme ça, là, il y a des équipes qui ont dû faire du reverse engineering sur ce protocole de Microsoft pour pouvoir déterminer son fonctionnement et créer
un protocole open source que tout le monde peut utiliser. Donc ça, c'est une première utilisation de la rétro-ingénierie. L'autre rétro-ingénierie qui est utilisée, ça va aussi être pour craquer les jeux vidéo, notamment enfin, craquer les jeux vidéo ou les logiciels plus généraux. C'est-à-dire qu'une fois, c'est-à-dire que les logiciels ont une manière de se protéger. Ils vont vérifier certaines choses pour vérifier que vous avez bien acheté le logiciel. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du reverse engineering pour comprendre comment ils vérifient qu'on l'a acheté. Et on va, en fait, bypass, on va contourner cette protection. C'est ce qui s'appelle donc le cracking ou faire un crack. Et également, pour rester sur quelque chose d'un peu moins, on va dire, illégal, entre guillemets, on a aussi certaines personnes, enfin certaines entreprises ou personnes qui vont être contaminées par des malwares. Le reverse engineering va nous permettre de reverse en fait ce malware et de comprendre son fonctionnement. Une fois qu'on comprend son fonctionnement, on peut en déterminer des patterns récurrents ou des choses qui vont nous permettre de le reconnaître. Et les antivirus, ensuite, c'est ce qu'ils font. Les antivirus ont une base de données de tout ce qui permet de reconnaître un malware. Et quand ils en reconnaissent un, ils l'empêchent de s'exécuter. Donc le reverse engineering entre ici en compte pour récupérer des éléments qui vont nous permettre d'identifier un malware. Alors maintenant, je vous propose de découvrir les différents outils qui vont nous servir à faire du reverse engineering. Pour vous montrer tous ces outils, j'ai téléchargé en fait un challenge Hack the Box qui s'appelle BabyRI. Et ce petit challenge, il nous donne juste ce fichier binaire. Si on exécute ce fichier binaire, on voit qu'il nous demande une clé, on lui donne n'importe quoi et il nous dit try again later. Donc jusqu'ici, on a un binaire qui est extrêmement simple et on va voir donc ce qu'on peut faire pour le reverse et pour trouver cette clé. Donc c'est tout le but des challenges de reverse engineering, c'est de vous faire comprendre des binaires sur lesquels vous n'avez aucune information. Et une fois que vous les avez compris, vous récupérez donc le flag, vous récupérez la clé qui vont vous permettre de valider le challenge. Donc, premier outil qu'on va voir, l'outil le plus simple, c'est File. File, ça nous permet d'avoir des informations sur le fichier. File, il faut même le lancer avant d'exécuter le binaire. File, en fait, ça va juste nous donner quelques indications. Ici, les indications importantes qu'on va avoir, c'est ELF. ELF, c'est le format des exécutables Linux. Ça veut dire Executable and Linkable File. Ensuite, on voit que c'est un binaire 64 bits. LSB, ça signifie Least Significant Byte. Dernière petite information importante, c'est ce not strip. En fait, le binaire, il peut être soit strip, soit not strip. Et s'il est strip, ça veut dire qu'en fait, ils ont retiré tous les éléments de debugging, donc ils ont retiré le nom des fonctions, les petites choses comme ça. Quand il est not strip, on a encore tous les éléments de debugging, donc ça va être plus facile à reverse puisqu'on va encore avoir le nom des fonctions quand on va reverse. Ok, donc ça c'est le file. Ensuite, on a strings. Strings, c'est un binaire, c'est un petit logiciel extrêmement simple qui va nous sortir toutes les chaînes de caractères d'un fichier. Donc lorsqu'on lance strings sur notre binaire, on a toutes les chaînes de caractères qui sont lisibles en fait par l'être humain. Donc on voit pas mal de chaînes de caractères. On va surtout voir un peu plus bas ici, il y a le main. Donc dans tous les logiciels développés en C, il y a une fonction qui s'appelle main, qui est la fonction donc principale. Donc là, si on se fie à ça, plus le fget string compare de glibc, on est sûrement sur un binaire qui est écrit en C. Et ici, il va y avoir des chaînes de caractères plutôt intéressantes puisque c'est des chaînes de caractères qui sont dans le binaire. Donc on retrouve notre insert key, on retrouve une nouvelle chaîne de caractères qui dit de ne pas lancer l'outil strings sur ce challenge, donc ce qu'on vient de faire, et on retrouve la chaîne de caractères try again later. Donc là, ça va être notre première manière de résoudre ce challenge. On voit qu'il nous demande une clé. Ensuite, on a trouvé une chaîne de caractères ABCDE 122 313. Donc on peut imaginer que ça, c'est la clé. Pourquoi j'ai cette théorie? Parce qu'en fait, il nous demande l'insertion de la clé et ensuite il nous dit try again later, ce qui est le message quand on met la mauvaise clé. Donc ça, en fait, de toute évidence, c'est sûrement une chaîne de caractères qui est comparée à ce qu'on rentre. Pour tester ça, on va relancer le binaire et quand il nous demande la clé, on va lui rentrer ABCDE. Et là, on voit que on a notre chaîne de caractères. Alors, comme vous avez pu remarquer dans strings, cette chaîne de caractères, ce flag, on a notre flag, on a la réponse de notre challenge, et le flag n'apparaissait pas dans les chaînes de caractères. Enfin, il apparaît en partie ici. On va voir un peu plus tard pourquoi il n'apparaissait pas.
un autre outil qui est absolument indispensable pour faire du reverse, ça va être ltrace. ltrace, c'est très simple, il va s'attacher au processus du binaire qu'on va lancer, qu'on va exécuter, et il va regarder tous les appels qui sont faits, donc tous les appels aux librairies. C'est pour ça le L, c'est pour library trace. Il va regarder et nous afficher tous les appels aux librairies. Donc les librairies, c'est des bases de données, en fait, c'est des bibliothèques qui sont remplies de fonctions et qui sont accessibles par les programmes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais fait l'exemple, j'avais fait dans mon programme C un include stdio.h. Ça, c'est une librairie. Et donc, dans tous les binaires C, on a des librairies qui sont appelées. Donc, c'est-à-dire quand on veut afficher un message à l'écran, là, on utilise la fonction printf. Printf, elle est tirée d'une librairie, parce comme ça, on n'a pas à redévelopper toute la fonction printf à chaque fois. Donc là, quand il nous demande la clé, alors on a plusieurs choses. Là, on a un puts. Donc puts, c'est pour afficher à l'écran. Et on voit qu'il puts, il affiche à l'écran insert key. Donc ça, c'est bien ce qu'il nous a fait. Et là, ici, c'est le résultat du puts insert key. Ensuite, il y a un fget. Donc fget, ça veut dire qu'il attend quelque chose de l'utilisateur. Et moi, je vais lui donner Toto. Je lui donne la clé Toto. Donc là, ça, c'est ce qu'il a récupéré. Ça, c'est la longueur maximale qu'il peut récupérer. Et ça, c'est l'adresse à laquelle il va stocker ce qu'il a récupéré. Ensuite, on voit qu'il fait un string compare. Donc, il compare deux chaînes de caractères. Il compare Toto avec ABCDE, donc avec notre clé. Et ensuite, un puts. Donc, il affiche quelque chose. Et on voit qu'il affiche réessayer plus tard, puisqu'on lui a donné la mauvaise clé. Si on relance avec la bonne clé, on voit que le string compare la clé qu'on lui a rentrée avec la clé attendue. Donc, on a un retour 0. À droite, ça va être les retours. Donc là, un retour 0 pour le string compare. Et 0 pour un string compare, ça veut dire que la comparaison est réussie. Et là, on voit il puts, donc il affiche dans le terminal le flag. Alors maintenant, je vais vous présenter un logiciel qui est ultra pratique pour faire du reverse, qui est celui que j'utilise le plus à mon avis. Et ce logiciel, il s'appelle Ghidra. Donc c'est un logiciel qui a été développé par la NSA, l'agence de renseignement américaine. Et ce logiciel, vous allez voir, il est extrêmement pratique. Donc quand vous commencez, vous arrivez sur cette page-là et il vous dira que vous n'avez pas de projet. En fait, ça fonctionne avec différents projets. Donc la première chose qu'il faut lui dire, c'est de créer un nouveau projet. Vous avez juste à lui donner un nom, le nom que vous voulez. Une fois que vous avez créé un projet, vous avez juste à faire import file, à importer un fichier pour importer le binaire que vous voulez analyser. Une fois là que vous avez le binaire, donc le dossier c'est notre projet, et ça c'est le binaire qu'on va analyser. Pour l'analyser, soit à cliquer dessus puis à cliquer sur le dragon. Le dragon, ça va être notre code browser en fait. Vous allez voir ce qu'il va faire, c'est il va décompiler et également désassembler. Donc je vais vous réexpliquer dès que j'aurai lancé. Sinon, juste en faisant double-clic, il va lancer via le petit dragon. Donc là, on arrive sur des principes de base du reverse engineering, qui est le désassemblage. On va commencer par le désassemblage. C'est-à-dire que notre processeur, lui, il comprend que le binaire. Bon, évidemment, nous, on ne peut pas développer en binaire, on ne peut pas comprendre le binaire. Donc c'est pour ça qu'on a un langage de programmation qui s'appelle l'assembleur. L'assembleur, c'est le langage de programmation qui est au plus proche du processeur. Et c'est pour ainsi dire presque comme si on faisait du binaire. Ce que vous avez là au milieu, là, cette fenêtre du milieu, ça va être l'assembleur, ça va être le code assembleur. Donc là, ce qu'a fait notre logiciel, c'est qu'il a pris notre binaire, il a pris nos 0 et nos 1, et il en a récupéré toutes les instructions de l'assembleur, donc toutes les lignes de l'assembleur. Donc vous allez voir un peu plus d'assembleur par la suite. Et ça, c'est la phase de désassemblage. Ensuite, à droite, on a un décompileur. Donc là, vous voyez, il y a même le nom décompileur. Et ce décompileur, en fait, c'est Ghidra. Il va essayer de faire une représentation de ce code assembleur. Il va essayer d'en faire une représentation qui se rapprochera beaucoup du langage C. Vous allez bien comprendre juste après. À gauche, on a le programme trees. On va pas trop s'en occuper, c'est pas hyper important. Pour faire simple, un binaire, c'est découpé en plusieurs sections. Par exemple, on a la section .text qui contient tout ce qui est exécuté. On a la section .rawData qui est read-only data, donc des données qui vont être que lues. Et on a plein d'autres sections
qu'on va laisser de côté parce qu'on va pas rentrer dans les détails de comment se présente un fichier. En dessous, on a le symbol tree. Ça va être très intéressant. Donc à gauche au milieu, symbol tree. Et on a le dossier fonction. En général, c'est là-dedans qu'on va aller en premier. Dans ce dossier fonction, on voit qu'on a la fonction main de notre logiciel. En cliquant dessus, vous voyez en fait qu'Hydra va se déplacer. Et donc dans la fenêtre du milieu, il s'est déplacé au code assembleur qui correspond à la fonction main. Donc là, vous pouvez voir au départ, ici par exemple, un move RBP RSP, donc ça c'est de l'assembleur. RBP RSP, ce sont les registres de notre processeur. Donc les registres du processeur, c'est des petites mémoires dans lesquelles le processeur va mettre des données. Et move, c'est pour déplacer des données, enfin plutôt pour copier des données. Là, il fait un sub, donc c'est pour subtract, donc il fait une soustraction. Il prend la valeur qu'il y a dans le registre RSP et il soustrait 40 en hexadécimal. Donc 40 en hexadécimal, c'est 64 en décimal. En restant sur la valeur, Ghidra va nous donner quelques informations supplémentaires. Donc ça, c'est le code assembleur. En général, c'est pas la première chose que je regarde, le code assembleur. La première chose que je vais regarder sur Ghidra, c'est le décompileur, c'est le code décompilé, donc qui se rapproche beaucoup du C. Là, on a toute cette partie-là du début, c'est la définition de nos variables. Donc ça ne nous intéresse pas trop, il fait juste définir des variables. Là, ici, on a une variable qui s'appelle local10, et puis elle a une chaîne de caractères. Elle est, en fait, c'est une chaîne de caractères et c'est défini comme étant don't run strings on this challenge, this is not the way. Donc ça, c'est la chaîne de caractères qu'on a vue tout à l'heure. Donc là, déjà, on a une première chose, ça ressemble vraiment à du C, hein, ça a vraiment du code assez simple. On voit qu'il y a une variable qui est déclarée, elle est déclarée juste là, la variable, et ensuite il lui assigné une valeur. Donc jusqu'ici, très simple. Là, on voit qu'il fait appel à puts et qui puts insert key. Donc ça, très bien, on l'a vu avec le ltrace également. Là, il fait un fgate. Et donc fgate, donc là, on a cette variable. Alors, je l'ai renommée. En fait, en faisant clic droit, renommer, on peut renommer les variables. Et donc là, en fait, std_in, c'est standard input. Donc ça, c'est l'entrée de l'utilisateur et ça va être stocké dans input, dans la variable input. Ensuite, on voit qu'il fait la comparaison des chaînes de caractères. Et cette comparaison, le résultat de la comparaison, il le met dans une variable. Si le résultat de la comparaison est 0, donc si la comparaison est réussie, ça c'est la ligne d'après, le if, dans ce cas-là, il rentre dans le if. Sinon, il nous dit try again later. Donc c'est le message qu'on voyait quand on mettait la mauvaise clé. Par contre, quand on met la bonne clé, il rentre ici dans le if. Et donc là, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4 variables supplémentaires qui ont des valeurs hexadécimales. Et on voit ici, il va put, donc il va afficher. Là, le et, ça veut dire que c'est un pointeur vers local 48. En fait, cette ligne, ça veut dire qu'il va afficher chaque caractère à partir de local 48. Et local 48, si on regarde la valeur hexadécimale, donc elle est là, on a 59, 42, etc., etc. Si on reste un peu dessus, on va avoir la valeur décimale, mais on va également avoir la valeur en ASCII. Donc ça, c'est la ligne où il y a marqué quart. Et si on regarde, donc, on se souvient, on est en Little Indian, donc c'est inversé, c'est-à-dire que on doit partir de la droite pour lire. Et si on part de la droite, on voit qu'il y a HTB, donc c'est le début de notre flag, et puis les accolades, et ensuite le début de notre flag. Donc en fait, c'est pour ça que quand on a lancé strings, ça n'a pas fonctionné. C'est parce que le flag n'est pas écrit directement en tant que chaîne de caractères. Il est écrit en hexadécimal ici. Voilà pourquoi il ne s'affichait pas avec strings. Et donc ici, on a notre flag. En général, je me contente de regarder la version décompilée du programme, mais des fois, la version décompilée du programme n'est pas toujours facile à comprendre. Des fois, Ghidra n'arrive pas à bien décompiler, il peut y avoir des bugs. Et donc à ce moment-là, si le décompileur n'a pas beaucoup de sens pour moi, à ce moment-là, je vais partir sur la version assembleur pour voir qu'est-ce qui se passe étape par étape. Alors, après Ghidra, on va voir un autre logiciel qui s'appelle IDA. Et IDA, lui, il va nous servir pour faire de l'analyse dynamique. Ghidra, lui, ce qu'il a fait, c'est se contenter de lire le binaire. Il ne l'a jamais exécuté. Donc c'était une analyse statique.
IDA, au contraire, on va pouvoir faire une analyse dynamique. Donc je vais ouvrir là mon fichier. Là, on a toute une partie qui nous parle donc du binaire. Donc en fait, IDA va reconnaître le type de binaire, comment il fonctionne, etc. C'est très très rare, extrêmement rare que je change la moindre option, donc j'appuie simplement sur OK. En général, elle voit juste. IDA, donc à gauche, on a nos fonctions. Donc si on double-clique sur une fonction, on voit ça se déplace. Et donc si on double-clique sur main, on a ici la fonction main. Alors ici, on est tout en assembleur. IDA, quand on appuie sur F5, on a une fonction de décompilation. Mais tac, tac, tac. Donc on va lui dire OK, pas de problème. Et ici, on a la décompilation, un peu comme Ghidra faisait. On voit que la décompilation, elle est un peu différente. Là, on a carrément même pas l'hexadécimal. Il nous a tout de suite reconnu que c'était une chaîne de caractères, donc il nous l'affiche. Mais c'est pas le plus intéressant avec IDA. Je vais retourner. Hop. Donc ici, on a différents onglets. Donc là, on a l'onglet pseudocode. Ici, on a l'onglet hexadécimal. Donc ça, c'est l'hexadécimal de notre binaire. On a ici des différents éléments sur structure, les imports, les exports, etc., etc. On va se limiter à cette vue. Cette vue, elle est très bien. La vue graphique qui est vraiment bien. Ce qu'on va faire, c'est que IDA, elle va nous permettre de placer des breakpoints. Alors vous voyez en haut dans la barre des outils, on a ici le petit point rouge là avec un plus qui nous permet d'ajouter un breakpoint. En fait, quand on ajoute un breakpoint dans le binaire, qu'est-ce qui va se passer? Le logiciel va être exécuté. Notre IDA, elle va s'accrocher à ce logiciel, elle va s'accrocher à ce processus et elle va regarder étape par étape ce qui se passe. Le breakpoint, ça va être un moyen de dire à IDA de mettre sur pause le processus. Donc ça va nous permettre d'arrêter le binaire là où on a envie de l'arrêter. Donc là, si on regarde, on a là tout le début. Ici, on a la demande. Il nous demande d'insérer la clé. Donc ça, OK, 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 OK. Et ici, on a le fget, donc là où il nous demande d'entrer quelque chose dans le terminal. Moi, je veux m'arrêter juste avant ce fget, juste avant que j'ai à écrire quelque chose. Donc je vais ajouter un breakpoint ici. Donc on voit, ça devient rouge. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton play. Donc il va démarrer un nouveau processus. IDA va se coller dessus et elle va mettre sur pause l'exécution du binaire. Et donc là, on est dans le mode debugging. En fait, donc le binaire est en cours et on va pouvoir avancer étape par étape. La première chose que je vais faire à droite, je vais fermer les modules parce que je vais pas m'en servir et je vais fermer les threads. Ça sera pas très important pour nous pour le moment. Le reste, je vais le laisser comme ça. On a donc à droite les registres. Donc là, on a le registre RAX, RPX, RCX, etc., etc., etc. Et tout à droite, encore à droite des registres, on a on a le registre en fait de drapeau, le flag, le e-flag register. Et là, notamment ZF, qui est donc le zéro flag. Donc, quand il y a une comparaison, il met le zéro flag à 0 ou à 1, suivant si la comparaison a réussi ou pas. Donc là, on est vraiment au niveau de l'assembleur. On a également une vue de la stack, juste en dessous des registres, et une vue hexadécimale et des outputs. Donc ça, on va laisser de côté, c'est pas hyper important pour le moment. Ensuite, on a là dans le menu debugger, on voit qu'on a le step into et le step over, donc F7 et F8. Step into, ce qu'il va faire, c'est avancer d'un pas, et si il rencontre une fonction, il va rentrer dans cette fonction. Donc là, par exemple, on a la fonction fget, qui est donc une fonction développée, qui est une fonction du C, qui n'est pas une fonction qui appartient à notre logiciel. Donc si on fait un step into, si on rentre dans sa fonction fget, on va rentrer dans la librairie C qui contient le fget. Donc on va rentrer dans le code, vraiment du code C, qui n'a pas été développé pour ce logiciel. Enfin, pas pour ce logiciel particulièrement. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser F8 pour en fait step over. Donc le step over, il ne rentre pas dans les fonctions, il passe par-dessus. Et là, je vais faire F8, et là, quand j'appuie sur F8, on voit les registres sont vides, enfin, il n'y a plus rien qui apparaît. Et quand j'appuie sur F8, il ne se passe plus rien. En fait, si on retourne sur le terminal, on voit qu'il y a le insert key qui a été lancé par le logiciel. Et donc là, il faut que je rentre une clé. Donc je vais lui rentrer une clé, je vais lui mettre AA. En rentrant ça, en appuyant sur Entrée, je suis revenu sur IDA, et on voit là au niveau de mes registres que ça s'est remis à la normale.
Si on regarde sur le registre RAX, on voit que le registre RAX a 7 adresses à l'intérieur, 7FFE2A6AF060. Et AIDA nous dit que cette adresse, c'est une adresse qui se trouve sur la stack. Et à cet endroit-là, d'accord. Et si on met notre pointeur dessus, il va nous montrer exactement ce qu'il y a à cet endroit. Donc on voit qu'à cet endroit, il y a AA. Donc en fait, ce que je viens de rentrer vient d'être ce que ouais, les informations que l'utilisateur rentre sont poussées sur la stack. Tout ce qu'on va faire, c'est continuer d'avancer. On va avancer, avancer. Là, on voit, il y a le string compare. Donc encore une fois, je vais faire F8 pour avancer. Une fois que le string compare est passé, on peut voir à droite sur le iflag register que le 0 flag, là, la ZF, il est à 0. Il est à 0 parce que la comparaison n'a pas fonctionné. Donc là, il teste AX, hop, on va sauter ça. Et là, on arrive sur l'assembleur JNZ, donc jump not 0. C'est-à-dire que si le 0 flag n'est pas activé, s'il n'est pas mis, donc s'il n'est pas à 1, si le 0 flag est à 0, on jump. Là, c'est notre cas. Notre 0 flag, il est à 0, donc il n'est pas mis, on n'a pas le 0 flag. Ça veut dire que avant la comparaison a loupé. Et donc, il va jump. Et là, on voit qu'il y a une flèche qui clignote pour nous montrer où est-ce qu'il va jump. Donc, il va jump juste ici. Et on voit à cet endroit-là, quand il jump, qu'est-ce qu'il fait? On voit qu'il va afficher le try again later. Donc, en fait, là, s'il jump à droite, bah, on a perdu, en fait. C'est la fin du logiciel, on n'a pas notre flag. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est aller sur notre iflag register, double-cliquer sur iflag, enfin sur le ZF, sur la valeur de ZF du 0 flag, et la mettre à 1. Donc en fait, on va activer le 0 flag. On va dire que oui, le 0 flag est bien présent. En faisant ça, on voit que c'est plus la même flèche c'est plus la même flèche qui clignote, c'est la flèche de gauche. Donc ça va nous permettre d'arriver à gauche. Après, on va faire F8 pour avancer. Et pour l'instant, non. Donc là, quand on avance, on voit qu'il move ça dans RAX. Donc il a déplacé cette valeur hexadécimale dans RAX, puis il déplace cette valeur hexadécimale dans RDX. Là après, il déplace RAX vers RBP plus var40, donc il déplace dans la stack. Si on met notre pointeur dessus, on voit au niveau de la stack qu'il y a déjà HTB, ouvrez la collade B4, BY5. Donc on a déjà quelques éléments. Et là, en fait, tous les moves après, c'est pareil, en fait, il va move le reste de notre flag. Et donc ensuite, il move RAX dans RTI, donc ça on va le laisser faire. Et là, il call puts. Donc il fait appel à puts, donc il va afficher quelque chose dans notre terminal. Donc là, on va faire notre F8 pour passer ce puts pour qu'il affiche dans notre terminal. Et là, en rentrant la mauvaise clé, on a bypassé en fait la comparaison des chaînes de caractères et on a obtenu notre notre flag. Et là, à partir de là, on peut stopper le processus avec le bouton d'arrêt là-haut parce que on a obtenu une flag. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc, c'est les outils principaux qui vont nous être utiles pour le reverse engineering. C'est des outils donc qui sont bien plus compliqués que ce que j'ai pu vous montrer, hein. J'ai vraiment fait une introduction à ces outils. Une chose qui peut être extrêmement intéressante, c'est d'apprendre un petit peu d'assembleur, vraiment les bases de l'assembleur, histoire de bien comprendre l'assembleur qui va être ressorti par IDA et Ghidra. Et c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Évidemment, je ferai d'autres vidéos sur le reverse engineering. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à la prochaine.